Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. C'est presque un euphémisme de dire que le regard de la société sur l'homosexualité a évolué ces 40 dernières années, passant de la répression, on l'a vite oublié, à plus de tolérance et de l'acceptation, à une inclusion qui ne force plus les personnes homo ou bisexuelles à se cacher pour vivre heureuses, de la gay pride au mariage pour tous. Cette révolution sociétale est incontestable, mais elle cache des réalités souvent bien plus contrastées et des injustices moins visibles, particulièrement dans le monde du travail. Ainsi, selon une récente enquête orchestrée par l'IFOP et l'autre cercle, 53% des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont déjà subi une discrimination ou une agression au travail, et nombre d'entre elles disent même s'être inventé une vie hétérosexuelle dans leurs conversations entre collègues. Pour certaines, être femme et lesbienne au travail serait presque une double peine. Alors comment lutter contre l'invisibilité des femmes lesbiennes et bi au travail? On en parle aujourd'hui avec une experte, une femme qui a fait de ces questions l'une de ses batailles. Elle est porte-parole nationale et co-animatrice de la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle, une association qui agit en faveur de la diversité dans les entreprises et qui met à disposition des outils pour les employeurs. Bonjour Catherine Tripon. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Alors, si on a voulu parler de ce sujet, c'est d'abord en faisant le constat que, en tout cas, sur ces problématiques-là, le progrès ne se distribue pas de manière équitable. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité sur les femmes lesbiennes et bi au travail. On va y revenir dans le détail. Alors évidemment, si on a voulu que ce soit vous qui veniez nous en parler, c'est parce que vous avez sur le sujet un CV long comme le bras. Vous êtes donc directrice des relations aux parties prenantes et partenariats de la Fondation Agir contre l'exclusion, porte-parole nationale et co-animatrice de la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle, et membre du comité d'orientation du laboratoire de l'égalité. Alors, je le disais en intro, l'autre cercle a publié récemment les résultats de l'enquête Voilà, qui est une première photographie précise de la vie au travail des femmes lesbiennes et bi. On le voit, seule une minorité de femmes lesbiennes et bi ont leur orientation sexuelle connue de toutes leurs collègues ou de leurs supérieurs au travail. À quoi est-ce que ça tient ? Alors, il y a plein de facteurs, mais l'un des premiers, finalement, on va aborder la question de la double discrimination, être femme et homosexuelle. Puisqu'on est spécifiquement pour l'autre cercle dans le monde du travail, on voit bien effectivement qu'il n'y a pas une égalité entre les femmes et les hommes au travail, malgré des démarches volontaristes de la part de certains employeurs, malgré un certain nombre de lois et d'initiatives législatives. La réalité, c'est que les métiers sont genrés, les métiers sont peu mixtes, le sexisme au travail est une réalité. Et donc, ce qui se produit sur la difficulté pour les femmes d'être elles-mêmes, d'exister, de progresser dans la vie professionnelle, si en plus elles doivent expliquer qu'elles sont lesbiennes ou bisexuelles, eh bien, ça rajoute une couche supplémentaire, on évite de le faire. Et dans un combat classique, je parle de combat en y mettant bien sûr des guillemets, dans un cadre effectivement de promotion ou de job, d'évolution de carrière, bien, quand vous voulez prendre le job, vous n'allez pas prendre un bâton supplémentaire pour vous faire battre, puisque déjà, il faut battre contre vos camarades, masculins ou féminins. Donc voilà, c'est la raison première et qu'on constate depuis plus de 10 ans maintenant à l'autre cercle, alors qu'on a quand même, on a fêté nos 25 ans cette année. Ça fait donc 25 ans qu'on travaille sur le sujet, mais ça fait quand même 10 ans que le sujet sur la question de l'homosexualité, c'est-à-dire l'orientation sexuelle et l'identité de genre, est maintenant comprise normalement dans les organisations, inscrite dans la loi, dans des programmes de diversité qui sont incontournables. Et ce sujet reste encore effectivement très complexe parce qu'il y a beaucoup de tabous. Et puis, deuxième point qui est important, c'est la question de l'éducation, l'autocensure des femmes. Qui vont pas se mettre en avant de la même manière que leurs collègues masculins, qui n'ont pas cette notion de pouvoir, de prise de parole et autres, qui font qu'elles se renferment, qu'elles se mettent en toute discrétion et donc ne se rendront pas visibles et ne répondront pas aux questions qu'on peut leur poser dans la machine à café ou quand on arrive sur un nouveau lieu de travail. Alors, on le disait, si 53% des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont déjà subi une discrimination, une agression au travail, on voit qu'en fait, ce pourcentage varie aussi, c'est pas uniforme, selon le type d'organisation, selon même le secteur économique. Ce pourcentage, on le voit, il augmente assez drastiquement pour celles qui travaillent dans des secteurs plus masculins, l'industrie, les transports, l'artisanat. Et alors, les dirigeantes d'entreprise seraient celles qui connaîtraient le plus de discrimination. C'est presque contre-intuitif. Elles sont chefs. Alors, quand on dit dirigeante, c'est pas forcément la PDG, la PDGR, on a féminisé ce terme-là, ou la présidente, ou la directrice générale. On a, dans notre cercle, nous avons promu depuis pas mal d'années maintenant des rôles modèles LGBT+, donc lesbiennes, gays, transgenres au travail, y compris également des rôles modèles alliés, donc qui sont hétéros et dirigeants.
Ces dirigeantes, elles peuvent être membres d'un comité exécutif, membres d'un comité de direction, et est un petit peu en difficulté face à leurs camarades, parce que un COMEX, c'est quand même un lieu de pouvoir. Et dès que vous avez un lieu de pouvoir, vous avez vraiment des lieux d'attaque pour essayer de monter dans la hiérarchie, prendre le poste le plus élevé. Donc nous avons aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes présidents, de jeunes directrices générales d'organisations, souvent un petit peu anglo-saxonnes, en tout cas internationales, qui sont parfaitement visibles. Elles sont trop peu nombreuses, hein. On a des vrais problèmes de candidature pour nos rôles modèles féminins. On se bat comme on arrache les candidatures pour inciter effectivement ces femmes, parce qu'on a besoin d'elles. On a besoin d'avoir des dirigeantes, et malgré tout, même elles, c'est encore extrêmement compliqué. Alors c'est intéressant parce qu'au-delà des secteurs économiques, on voit que cette discrimination-là s'ajoute aux autres où j'ai l'impression presque les aggrave. C'est-à-dire que plus vous appartenez à une catégorie populaire, moins vous avez un niveau d'études élevé, plus vous êtes âgé, plus cette discrimination sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre va vous frapper dans l'entreprise. C'est clair. Il y a le poids, effectivement. Alors, les métiers manuels ou les métiers, effectivement, les ouvrières sont beaucoup moins visibles que les jeunes femmes cadres. Maintenant, les femmes plus de 60 ans sont beaucoup moins visibles aussi. C'est une question générationnelle. Ces périodes où on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de sa vie privée. Elles se sont enfermées en plus dans une image de quelqu'un, effectivement, qui est célibataire ou aura pu être marié, avoir des enfants et donc avoir une espèce d'aura un peu d'hétéro qui les protège. À l'inverse, les nouvelles générations, effectivement, qui sont un petit peu bac++, et on le voit bien dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, universités. Ces jeunes, aujourd'hui, sont même parfois membres d'un réseau LGBT interne dans leur grande école et n'ont pas envie de rentrer dans une entreprise, une organisation en se cachant. Alors, certaines le font parce qu'ils n'ont pas de certitude qu'il n'y a pas de risque, donc il y a des preuves à apporter de la part de l'employeur. Mais ces nouvelles générations sont beaucoup plus demandeuses d'aller dans des organisations qui sont exemplaires, qui sont vraiment inclusives. Donc le fait effectivement d'être ouvrière, le fait d'être une femme, habiter aussi, alors on a aussi sur la question des rôles modèles, les candidatures dans les régions, c'est plus difficile. Parce que le microscope est beaucoup plus petit, les gens se connaissent un peu plus, et c'est moins évident de se rendre visible, en tout cas dans une petite communauté locale. Et donc on a des vraies disparités aujourd'hui qui sont pas faciles à lever, parce que quand vous vous rendez visible, il y a des gens qui vont dire bravo, super, génial, très bien, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir quelqu'un qui va garder ça effectivement au coin de sa tête, ou qui vous le fera payer d'une manière ou d'une autre, de façon tout à fait subtile. Hein, dans le monde du travail, il y a des hiérarchiques, et on n'est pas comme les femmes ou les hommes, les gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres, qui sont tabassés dehors, sont agressés, parce qu'ils sont physiques, il y en a encore beaucoup trop. Bien sûr. Donc vous en avez quasiment plus maintenant sur le lieu de travail. En revanche, refuser une promotion, vous isoler par rapport à un groupe, vous faire rater une bonne affaire, vous mettre un peu à la marge, pas vous attribuer effectivement le résultat effectivement d'une opération qui a été gagnée, mais que ce soit plutôt le reste de l'équipe. Voilà, il y a plein de façons détournées de mettre la personne de côté. Donc tant que vous n'avez pas la certitude que ça n'aura pas d'incidence, et puis aussi quand vous n'êtes pas dans une grande ville, les gens se connaissent, les amis, des parents, etc. Et si vous n'êtes pas visible dans votre famille, vous avez le risque effectivement d'être outé, c'est-à-dire d'être rendu visible par défaut, parce que quelqu'un vous aura croisé un soir dans une rue, vous teniez votre chérie par la main au restaurant, et voilà, dans l'anonymat d'une très très grande ville, au capital régional, ça va. Dans une petite ville, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce qu'on dit pas à sa famille ce qu'on dit à ses amis, et on dit pas forcément à ses amis ce qu'on dit à son patron. Donc c'est difficile en plus de tenir, j'ai envie de dire, un discours cohérent sur les impacts. L'enquête nous informe beaucoup. On voit que 41% des femmes qui ont répondu à l'enquête ont renoncé à participer, par exemple, à un événement où les conjointes des salariés étaient invités. 34% ont renoncé à prendre un congé pour Pâques ou mariage, ou à prendre des congés pour un accouchement, ce qui est quand même ahurissant dans un pays comme la France. Et alors, 4 sur 10 disent s'être inventé une vie hétérosexuelle pour éviter même que ce soit un sujet de discussion. Plus grave, plus de 4 lesbiennes ou bisexuelles sur 10 déclarent avoir eu des idées suicidaires suite à des discriminations. Et 34% ont quitté un emploi pour ces raisons-là. Comment est-ce que ça évolue dans le temps? Est-ce qu'on peut dire que les choses vont mieux aujourd'hui? Alors là, l'enquête que nous avons diligentée, et nous avons demandé à l'IFOP, effectivement, sur le principe des méthodes des quotas très classiques de ces grands instituts de sondage, d'analyser effectivement ce qui se passait. Donc c'est vraiment une cartographie, ces chiffres-là, d'un instant T aujourd'hui, en 2022. Ça a été administré fin 2021 et 2022, donc c'est quand même aujourd'hui. Donc
Il y a une évolution sur la question de la reconnaissance de l'orientation sexuelle, l'identité de genre depuis quelques années maintenant, mais de façon un petit peu générique. Dans les faits, c'est encore très compliqué. Dès que vous avez des comportements un peu machistes, un peu de virilité, vous en avez partout. Vous en avez tout le temps. Personne, parmi les auditrices et auditeurs, s'ils veulent aller sur le site Observatoire de la lesbophobie, ils découvriront des témoignages complètement ahurissants pris sur le lieu de travail aujourd'hui, en 2022, sur des propos effectivement de collègues de travail, de responsables hiérarchiques, de N+1 supérieurs, qui sont sexistes, qui sont très violents, et en totale impunité, parce que finalement c'est pas si méchant que ça, et puis on peut plus plaisanter sur rien. Donc ça a évidemment évolué parce que la loi a évolué, parce que la société a évolué, parce que le renvoi, on évoquait un peu en aparté tout à l'heure, quelques personnalités du monde des médias qui sont visibles aujourd'hui, plutôt des hommes d'ailleurs. Plutôt des hommes. Voilà, j'allais y venir. Les coming out, ils sont plutôt masculins. Où sont les filles ? Ouais, où sont les filles, où sont les femmes ? Ouais. Et elles sont pas là, on les connaît, on va pas citer de noms, mais on connaît. Alors, il y en a un petit peu, quelques-unes, mais quasiment pas. Et des grands noms journalistiques de femmes exemplaires par ailleurs, des grandes femmes publiques qui n'ont jamais voulu le dire, alors qu'elles ne risquent absolument plus rien, que ça n'aurait pas d'incidence sur leur notoriété et leur aura vis-à-vis effectivement des personnes qui les admirent et qui aiment les écouter, ou qu'on peut les écouter ou les lire, ou lire leurs articles. Donc il y a une espèce de frein, et je vous dis que c'est aussi lié à cette éducation. C'est un point qu'on a souligné quand on a fait cette enquête, donc voilà, qui est visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail. Il y avait d'un côté l'enquête effectivement mandatée avec l'IFOP, et d'autre côté nous avons fait pas loin de 90 interviews one-to-one, tout à fait anonymisées, auprès de catégories de femmes différentes, d'origines différentes, d'âge et de milieux de population et de secteurs d'activité, et pour avoir des éléments qualitatifs. Et c'est vrai que tous nous ont dit il y a une telle sexualisation dès qu'on parle des lesbiennes, parce que si vous tapez encore le mot lesbienne sur Google, enfin sur un moteur de recherche, vous avez des trucs pornographiques qui vont sortir en premier. Bien sûr. Et dans le subconscient, quand on voit le regard de beaucoup d'hommes aujourd'hui, quand on dit qu'on est lesbienne, il y a une espèce de mouvement derrière, dont je ne rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet, mais qui fait qu'on n'a pas envie d'être réduite à ça. Et pour beaucoup de femmes, la grande majorité, et ma co-régionnaire qui copilote le projet Voilà, elle-même, pendant des années, elle s'est cachée parce que, alors, un établissement un peu public, là, elle est toujours dans le monde de la santé, mais un établissement privé, elle est visible maintenant, elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai raté à ne pas avoir pu être moi-même ? Mais c'était pas possible autrement. La question de quand vous dirigez effectivement une organisation et que vous êtes une lesbienne visible, il faut une force de caractère que vous avez de toute façon quand vous êtes dirigeante, comme quand vous êtes dirigeant par ailleurs, mais on va essayer effectivement de vous saper votre autorité. Donc déjà le fait d'être une femme, là où évidemment c'est un homme, donc on va pas donner une clé supplémentaire, mais vous seriez noire, ce serait la même chose. Ou maghrébine, évidemment. Donc dès que vous avez des critères qui sont un peu sensibles, ça va provoquer des choses. Alors vous allez dire, mais tout ça ne devrait pas exister, puisqu'il y a des règles, des process RH, des procédures RH et tout, des engagements, la signature de la charte de l'autre cercle. On va y venir. Mais vous ne pouvez pas lutter contre ce mouvement général, c'est très culturel. Voilà. Une femme ne se met pas en avant. On n'éduque pas les petits garçons et les petites filles, encore aujourd'hui, en grande majorité, de manière tout à fait égalitaire. La faiblesse est pour les femmes, la force est pour les garçons. Donc si un garçon peut être un peu faible ou pleurer, un garçon ça pleure pas. Sinon c'est une femme laide. Ben non, garçon. Un homme, un véritable homme pour moi, c'est un homme effectivement qui assume ses sentiments. Et la force de caractère qu'on peut avoir, c'est aussi d'accepter de pouvoir à un moment donné pleurer autre. Et de la même façon pour une femme, d'être ferme et de ne pas jouer sur le registre de la séduction qu'on attend souvent aussi. Et la façon de s'habiller. Regardez, à chaque fois que nous avons une ministre qui passe à l'Assemblée nationale, on a toujours quand même quelques rigolos, si tant est qu'on puisse dire. Quel malheur de mettre un chemisier, une jupe. Et absolument, voilà. un peu sexy, ou alors de venir en jean pour le coup, enfin peu importe. On va faire des commentaires sur les tenues des femmes politiques qu'on ne fera jamais sur les hommes. Jamais. C'est pas injure de vous dire que vous êtes plus près de la fin de votre carrière que du début. C'est pas une injure, c'est tout à fait parfaitement assumé. Mais du coup, ça vous met dans une position d'observation très intéressante sur le long terme. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez ressenti une discrimination au travail du fait de votre orientation sexuelle réelle ou supposée ? Alors moi, je suis pas un bon exemple parce que moi j'ai un lourd passé hétéro.
Il vous sera beaucoup pardonné. Voilà, je sais, mais mes amis me pardonnent beaucoup. Non, j'ai cette chance, peut-être aussi une force de caractère indéniablement, j'ai cette chance de jamais avoir subi, à l'inverse de mon épouse, elle, qui l'a subi plusieurs fois dans sa carrière. Je l'ai pas subi moi directement, et quand j'ai vraiment vécu avec des femmes, quand on devait parler de vie privée, etc., pas tout le monde me pose une question, moi je réponds. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., avec qui tu vis, je raconte. Si on veut pas entendre la réponse, on pose pas la question. Donc, et j'ai raconté ça, justement, on parlait d'avoir un enfant, avec mon épouse, c'est un peu compliqué, parce que voilà, etc. Et comme dans le cadre d'une conversation, du coup, ça a été un non-sujet. Après, ça fait 20 ans que je suis à l'autre cercle, donc je commence à être légèrement reconnu, repéré. Et oui, donc j'aurai un petit peu de mal à cacher qui je suis. Ça veut dire qu'à aucun moment, vous vous êtes trouvé dans la position de vous dire, pour vivre heureuse, vivons cachés? Non. Alors, moi, non, mais je suis vraiment presque une exception qui confirme la règle. Cela étant, en revanche, j'ai souvent été témoin de propos déplacés devant moi, dans des lieux publics, et je réagis systématiquement. Avec un chauffeur de bus, par exemple, avec un serveur, dans un restaurant. Et je le fais de façon tout à fait claire et limpide, sans agressivité, mais en expliquant effectivement que ça, c'est pas être possible. Et alors les gens autour, généralement, je les vois plutôt bien. Alors il y en a qui mettent le nez dans leur assiette, mais les gens réagissent en tout cas, parfois positivement, parfois pas positivement. Je me souviens cette discussion dans le bus qui était assez chaude, mais pas en tant que lesbienne, c'était des propos sur les PD, tout simplement. Ouais. Et je considère qu'un chauffeur de bus n'a pas à tenir ce genre de propos. Non. Dans l'absolu, personne. Mais après, on va pas empêcher les gens d'être racistes, antisémites, sexistes ou LGBT-phobes. C'est la nature humaine, Cédric. En revanche, en tout cas dans le lieu de travail, on a un devoir d'exemplarité. On a un devoir de neutralité. Après, ce qu'on veut faire à l'extérieur, si on n'a pas envie que sa fille vive avec un noir, si on n'a pas envie que sa fille vive avec une femme, c'est votre histoire, c'est son histoire d'individu. Mais sur le lieu de travail, qui est un lieu effectivement qui devrait être un lieu safe, sécurisant, il faut qu'il y ait cet environnement. Et c'est pas que l'histoire de l'employeur. C'est aussi l'histoire des collègues de travail. De ne pas laisser passer les propos, les comportements. Alors justement, les entreprises, depuis 2013, peuvent signer la charte de l'engagement LGBT+. Qu'est-ce qu'elle contient, cette charte? On s'engage à quoi? Alors, elle n'invente rien de nouveau, parce que d'abord, on ne demande rien de particulier. Il n'y a pas de coup de pouce à donner sur une équivalence, effectivement, dans le cas des recrutements. Comme c'est relève de la vie privée, on ne mesure pas. Donc, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'éléments mesurables et quantifiables. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé, nous, depuis des années à l'autre cercle, un certain nombre, effectivement, d'enquêtes et de sondages. La première chose, elle est en 4 parties. Elle a été co-construite avec des entreprises, avec des responsables diversité, qui ne savaient pas comment aborder le sujet parce qu'on leur disait que c'était pas un sujet, il n'y a pas de problème, on parlait pas de ça chez nous, il n'y en avait pas chez nous. Vous avez compris ça. Donc là, je tiens à vous dire, si on n'est pas très nombreux, ils sont entre 6 et 10%, eh bien 6%, là où vous travaillez, ça commence à faire un petit peu de monde. Donc il y en a forcément. Et puis on n'est pas forcément que homosexuels, lesbiennes, bisexuels ou transgenres. Alors transgenre si, parce qu'à partir du moment où on fait sa transition, on a effectivement sa transition, on est donc l'homme qu'on a toujours voulu être, on est donc la femme qu'on a toujours voulu être. Mais pour les personnes qui sont LGB, on peut l'être plus ou moins, on peut avoir des périodes comme ça, on peut tomber amoureux, amoureuse, effectivement, quelqu'un même sexe, et puis après, ça peut être un passage dans sa vie, et puis être heureux avec une personne de sexe opposé, et puis avoir des enfants, un autre rythme de vie, etc. Voilà. Donc, la première chose, c'est l'engagement de la direction. Alors, ça vaut pour tous les critères de discrimination, évidemment. Bien sûr. Et quand vous avez un dirigeant, une dirigeante, et c'est l'obligation que ce soit signé au plus haut niveau, et ça a été le cas effectivement avec Patrick Cohen, le président d'AXA France, qui a donc venu signer la charte, enfin la re-signer pour le compte effectivement d'AXA. L'engagement de la direction, c'est très important, parce que sur une charte qui parle d'homosexuels, de lesbiennes, de bisexuels, de transgenres, un dirigeant ou une dirigeante, un PDG, un président, un directeur général, directrice générale qui signe la charte, ça veut dire je vous reconnais vous comme faisant partie de notre famille, de notre collectif de travail. Et donc, si vous avez besoin d'activer un droit ou parce que vous avez un problème, vous devez pouvoir le dire par les services RH, etc. etc. Ça veut dire que d'un coup, le dirigeant devient presque référent. C'est-à-dire qu'en gros, pour aider à la visibilité, il faut prendre des initiatives visibles. Tout à fait. Mais ce qu'il dit aussi, en signant cette charte, c'est les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le sujet, on n'acceptera pas, ou plus, des comportements inappropriés. Et c'est-à-dire que ça trace une ligne jaune à ne pas franchir. Donc vous avez le droit d'être manif pour tous, vous avez le droit de ne pas être à l'aise avec l'idée du mariage, vous avez le droit de ne pas aimer les LGBT+. C'est votre histoire personnelle, mais ça ne peut pas interférer ni dans votre quotidien avec les équipes de travail, collègues ou supérieurs hiérarchiques, ni bien sûr dans votre appréciation des compétences au moment effectivement d'accorder une promotion ou une prime. La deuxième partie, elle est classique, c'est les procédures ressources humaines.
Est-ce que aujourd'hui les droits, alors évidemment c'est les mêmes droits. Si vous êtes marié, vous avez les mêmes droits que vous soyez LGBT ou hétéro. Oui, bien sûr. En revanche, pour activer les droits, il faut se reconnaître comme tel. Si vous avez effectivement un enfant dont vous n'êtes pas le parent biologique, que vous voulez prendre vos vacances au mois d'août, alors vous venez d'arriver dans la boîte, parce que votre compagne, justement, si vous êtes une femme, et votre compagnon, si c'est un homme, prend ses congés à ce moment-là, il faut apporter la preuve. Oui, bien sûr. Voilà, le petit Nicolas ou le petit Mohamed ou la petite Fatima est cet enfant, effectivement, on apporte la preuve qu'on vit avec cet enfant. On est donc un parent social, un parent de cœur, puisqu'il n'est pas reconnu, c'est très compliqué, la reconnaissance du statut de beau-parent, c'est un truc très complexe, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Un petit peu trop de temps d'explication, mais que ce soit même un enfant qui soit venu par une GPA interdite. Lorsque l'enfant arrive sur le territoire national, il est reconnu par l'administration, il n'est pas apatride. Donc vous avez cet enfant qui est dans votre foyer, ça vous donne des droits, il faut pouvoir les activer. Mais si vous ne savez pas si vous pouvez le faire, ou si le fait, effectivement, ça implique de le dire à beaucoup de personnes, vous n'allez pas faire votre coming out. Donc vous ne dites rien. Et très souvent, des personnes lesbiennes, gays ou trans n'activent pas les droits auxquels ils ont droit. Et là, on rentre dans un sujet qui devient une vraie problématique quand on est employeur. C'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure, et ça a été très, très, très marquant, effectivement, même presque violent pour nous, de voir que plus d'un tiers des répondantes et des répondants n'avaient pas activé ces fameux droits de prendre le congé d'accueil de l'enfant, de poser des jours pour son mariage. Là, on s'inscrit dans la loi, dans les conventions collectives, dans les négociations avec les partenaires sociaux. Et là, on a un vrai gap. Donc là, on rentre dans l'injustice. On rentre effectivement dans une inégalité de traitement involontaire. Parce qu'il suffit de dire, oui, la personne pourrait les demander, mais pour les demander, il faut qu'elle ait le sentiment qu'elle puisse le faire sans aucun risque. La question de la transition. Lorsqu'une personne, à un moment donné, qui a toujours été mal dans son corps, que l'état civil lui a signé effectivement à la naissance, le fait effectivement d'entamer cette transition, qui est une renaissance, qui est un moment d'aspiration extraordinaire, il faut pouvoir le faire. Et c'est un moment, effectivement, vous savez, vous avez beaucoup de personnes qui n'avaient pas fait leur transition, qui étaient à deux doigts de se suicider. Parce que c'était plus possible de vivre dans ce corps qui n'était pas le leur. Alors, on a beaucoup de débats en ce moment sur le sujet, sur les jeunes et compagnie. Je ne vais pas aborder ce sujet-là maintenant, mais la réalité des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui décident de faire leur transition, ça n'enlève rien à leurs compétences. Parce que si on les a recrutés, formés, promus, et sont arrivés depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est que ces personnes étaient bien dans la boîte. Donc, il faut respecter les personnes c'est un acte privé qui les concerne, elles, qui est indispensable pour leur équilibre, pour leur bonheur de vivre. Mais ça ne leur enlève pas. Au contraire, ça rend plutôt d'ailleurs costaud et fort et donne plus envie de bien bosser quand on se sent accueilli. Donc voilà, donc ça c'est les processarages qui sont importants, de pouvoir activer ses droits en toute discrétion, sans forcément faire un coming out généralisé. On n'a pas envie de le raconter à tout le monde. Troisième partie, c'est sanction. Il faut sanctionner les comportements inappropriés. Alors évidemment, ça se traite des propos... oh là, il fait un peu BD celui-là, il fait un peu tapette, ouais. Un peu en masse, un peu goudou. Tu crois pas qu'il y a un peu goudou, elle? On entend ça dans les bureaux, et ne pas croire que c'est qu'à l'atelier. On l'entend dans les milieux feutrés, évidemment, dans les étages de direction. On l'a aussi entendu. Ça, c'est pas acceptable, mais il faut donc le recadrer en disant, 1, on ne tient pas ce genre de propos, parce que c'est pas respectueux. 2, c'est quand même des propos d'un autre âge. Enfin, franchement, si on est un petit peu moderne aujourd'hui, faut arrêter sur ce genre de choses. Donc il faut soit le recadrage, il se fait one-to-one entre le N+1 et les collaboratrices qu'il a fait, soit ce sont les collègues, d'où l'importance des alliés. C'est pour ça que nous, nos rôles modèles alliés, c'est-à-dire des gens qui sont a priori hétéros et qui sont des soutiens de ces personnes, quand ces collègues qui disent « ça va, arrête tes conneries, c'est bon, là, t'as pas le droit de dire ça », il faut que les alliés réagissent. Ça vaut pour 2 critères. Je pense depuis très très longtemps que c'est aux blancs de défendre les noirs, aux hommes de défendre les femmes, et évidemment aux hétéros de défendre LGBT+, et peut-être LGBT+, de défendre les maghrébins. Voilà. Donc il faut que chacun réagisse quand on n'est pas directement concerné par le sujet. Il y a la question effectivement des partenaires sociaux. Est-ce que les syndicats sont à l'aise? Ils ne le sont pas toujours. C'est difficile, hein? C'est pas si simple que ça, parce qu'avant d'être syndicaliste, on est avant tout un être humain, donc avec sa propre histoire, son éducation et sa perception plus ou moins bonne. Donc c'est pas toujours spontanément vers les délégués du personnel que se tourne un salarié ou une salariée ou un agent lorsqu'ils ils ont un problème et qu'ils souhaitent effectivement avancer là-dessus. Et puis un point est important, les cellules d'écoute, remontées de réclamation, ce qui est typiquement le cas d'un groupe comme AXA, effectivement que le personnel soit formé de manière à pouvoir accueillir la parole d'une personne qui pense sur une discrimination. Et puis permettre l'émergence, pour ceux qui le souhaitent, alors il faut une taille un peu importante, mais d'un réseau interne. Et un réseau LGBT+, c'est rien moins plus qu'un réseau mixité. C'est ni un syndicat,
et ça n'a pas le rôle d'un syndicat, mais c'est souvent le lien d'abord pour profiter le 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies, raison pour laquelle d'ailleurs AXA a re-signé le 17 mai, très symboliquement. J'allais y venir. Voilà, je vous pique les questions. Vous faites déjà les réponses, vous êtes en train de faire les questions. Et donc, voilà, c'est l'occasion, effectivement, comme pour le 8 mars, sur les questions d'égalité femmes-hommes, de faire des événements internes, des témoignages, des prises de parole. Ça peut parfois servir de lien, parce que, voilà, la maison AXA France, c'est une grande maison, mais il y a le siège, et puis après, il y a les établissements secondaires. Donc, c'est pas forcément si évident. Donc, ça peut être un moyen, effectivement, quand quelqu'un est en difficulté sur le territoire, de pouvoir dire, voilà, c'est difficile, et de pouvoir faire le lien avec la hiérarchie pour que les choses s'améliorent. Et puis le dernier point, et vous êtes un bon exemple, on a très peu de signataires parce qu'on fait un vrai travail d'accompagnement avec eux. Donc c'est un peu nos ambassadeurs, et donc on est ravis quand ils parlent du sujet, quand ils parlent auprès de leurs parties prenantes, quand ils en parlent auprès de leur pairs, et l'occasion effectivement de faire cet événement, ce podcast qui pourrait être écouté par beaucoup de personnes, pour justement mettre le sujet sur la table et dire c'est un sujet naturel et c'est normal d'en parler. C'est aussi un enjeu de visibilité. On le disait, pour les entreprises, il y a donc la charte, il y a les rôles modèles LGBT alliés, c'est en gros des dirigeants d'entreprise, des membres de conseil d'administration. Pas seulement, parce qu'il y a alliés, il y a dirigeants alliés, dirigeants, voilà, les leaders qui ne sont pas des dirigeants. Des cadres. Voilà. Non, pas forcément. Non, ça peut être quelqu'un effectivement qui technicien dans un atelier, qui est parfaitement visible et du coup, voilà, l'assume bien, donne une image positive. Et puis on a aussi une catégorie premier emploi. Parce que je disais tout à l'heure, les nouvelles générations sont parfaitement à l'aise, et si elles ont le choix des armes, elles rentreront dans des organisations qui ont une vraie politique inclusive vis-à-vis de la population LGBT+, évidemment, sur les autres critères également. Mais quand ils n'ont pas forcément le choix, et puis vous avez des groupes qui sont attractifs, pour son premier job, vous arrivez, vous êtes alternant, vous espérez bien vous faire recruter, ou alors premier job pour CDD, pensez bien à se transformer en CDI, ou alors période d'essai, vous allez rien dire, alors que vous avez été parfaitement à l'aise dans votre école privée, école de commerce, d'ingénieur, ou université. Et donc, et on a très peu de candidatures encore aujourd'hui. Et ce qui est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu parce que quand vous êtes une organisation engagée, signataire de la charte, qui a une vraie politique, de vous dire qu'il y a encore des jeunes qui peuvent arriver pour un premier emploi qui vont pas oser le dire, d'où l'importance de la visibilité et de passer le podcast, évidemment, à chaque réunion de présentation de l'entreprise aux jeunes recrues. Autre date dans le calendrier, le 11 octobre, la journée du coming out. Des conseils pour celles ou ceux qui n'ont pas encore sauté le pas? Alors, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué de donner un conseil. Il y a un moment à choisir? Le moment, alors, il y a parfois des opportunités. Je vais me marier, je vais avoir un enfant, j'en ai parlé avec quelques collègues. Il y a un changement de boss, de N+1. Il y a eu, et c'est très 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 sensible dans l'enquête, effectivement, voilà, sur les lesbiennes, qu'une majorité, effectivement, l'un des premiers sujets qui leur donnerait envie de se rendre visible, c'est d'avoir des collègues lesbiennes et d'avoir quelqu'un, ce qu'on appelle les personnes aspirantes. Donc c'est là que les dirigeantes sont extrêmement importantes. Si vous avez une dirigeante qui est visible, alors dirigeante, par exemple PDG, mais qui peut être la patronne d'une entité, d'un service, d'un département, d'une filiale, et qui s'avère tout à fait visible, ça veut dire que les femmes qui sont là, qui n'osent pas le dire, du coup, ça peut les inciter à se rendre visibles. Il y a un effet d'entraînement. Mais bien sûr, donc si elle l'a dit, s'il y en a d'autres qui le disent, ça aura forcément des réactions très positives. Donc il faut créer des conditions pour que les personnes puissent répondre. Donc de dire, moi je dis toujours, quand vous rentrez dans une boîte, soyez observés. Observez ce qui se passe, regardez ce qui est écrit sur le site web, sur les documents il parle d'une charte inclusive, on parle beaucoup effectivement d'inclusion plus que de diversité, d'égalité femmes-hommes, on regarde un petit peu ce qui se passe, et puis de l'importance, pour ça, avec mon autre casquette, c'est de dire aux employeurs, soyez très clairs. Alors attention, pas de pinkwashing, hein. C'est pas juste de dire pour le dire, signer la charte pour la signer, ça n'a aucun intérêt pour nous. Et on serait tout à fait en capacité de déréférencer un signataire s'il ne faisait que ça. Ce qui importe, c'est effectivement d'avoir une vraie communication. Le 17 mai est un bon exemple, mais c'est toute l'année. Avec le décret d'application du 28 octobre dernier qui institue la PMA étendue au couple de lesbiennes, c'est l'occasion de dire, on rappelle effectivement aux équipes, on met à plat dans l'intranet, on n'oublie pas que pour toute demande, effectivement, d'engager une PMA, on peut mettre en place un programme, etc. Et de le rappeler, bien sûr. C'est bien d'avoir un droit, mais encore faut-il pouvoir l'exercer. Mais bien sûr, absolument. Donc, moi, je dis toujours ce qu'il faut, si vous avez le choix des armes, choisissez des organisations, ou les services aussi, en interne,
AXA est une maison qui bosse bien sur ces sujets depuis longtemps maintenant. Mais voilà, c'est un certain nombre de grandes organisations qui nous connaissent nous suivent depuis 17-18 ans maintenant. Mais il y a peut-être des services qui sont plus open. Donc là aussi, s'il y a des services qui sont plus open, et ça, vous finirez par le savoir. Déjà, l'avantage, maintenant, il y a un réseau interne qui existe chez AXA. Donc, ils peuvent servir de cours à transmission, de dire, voilà, quels sont les lieux où c'est plus friendly, pour que les gens se sentent à l'aise. Une fois encore, on ne demande pas de faire un truc extraordinaire. C'est juste d'être soi-même, de savoir qu'on n'entendra pas de propos déplacés, et de pouvoir se dire, tiens, je veux parler de ma chérie, de mon chéri, enfin de ma chérie en l'occurrence si je suis une femme, ou de mon chéri si je suis un garçon, sans que ce soit mal interprété comme une espèce de prosélytisme, de mouvement militant, ce qui encore est souvent reproché, hein, parce que soyez ce que vous êtes, mais soyez discret. Je ne veux pas être discret si mon collègue commence à me parler de sa vie privée et de ce qui vient là, c'est les retours de vacances. Allez-y, banco, on va commencer à sortir les photos. Là. Alors, t'as fait quoi? Vous avez été où? Ouais. Est-ce que j'en parle pas? Je montre des photos de moi sur la plage tout seul ou toute seule? Est-ce que je fais les photos de groupe? Voilà. Donc, c'est ce quotidien qui, dans ces pas difficiles, et Dieu sait si nous avons, depuis quelque temps, la pandémie a été très dure pour un certain nombre de personnes, les difficultés économiques, tout le monde, effectivement, n'a pas les capacités financières de supporter, effectivement, les hausses de prix que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est des moments qui sont pas faciles, qui sont très compliqués. Donc, on a besoin de se sentir bien avec ses collègues de travail. Et il faut pas grand-chose. C'est juste de l'attention à l'autre. À l'inverse, la difficulté que les entreprises ont à recruter aujourd'hui est peut-être une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tout à coup, l'intolérance a un coût. Et puis, de toute façon, cette intolérance-là et ces discriminations-là, elles ont un coût parce que un employé qui est bien dans son travail, il est heureux, il est productif, il est là tous les jours. Et ça, c'est un message au moins économique que toutes les entreprises peuvent comprendre. Oui. Avant de se quitter, je voulais 2 mots sur les engagements d'AXA sur le sujet du jour, mais vous les avez amplement déflorés. AXA a donc signé en 2015 la charte d'engagement LGBT+, re-signée cette année avec une initiative qui va aujourd'hui plus loin. Lors du renouvellement de la signature, donc 17 mai dernier, une autre initiative a vu le jour, c'est la création d'un collectif LGBT+, et allié finance, avec pour le coup là des employés d'autres entreprises, de la banque et de l'assurance, pour créer un réseau collaboratif, pour avancer plus vite sur la voie de l'inclusion des diversités à l'intérieur de l'entreprise. J'imagine qu'évidemment, ce genre d'initiative, vous les encouragez dans d'autres secteurs? Oui, alors c'est d'autant plus intéressant que le monde de l'assurance comme le monde de la banque sont des mondes un peu traditionnels quand même. Ça a besoin d'un peu de couleur et de paillettes? Alors, paillettes, je ne sais pas, moi je suis pas une fan des paillettes tout court, donc je ne suis pas bon juge là-dessus, mais ce sont des environnements où ça ne facilite pas l'ouverture à des populations un peu différentes et d'avoir un peu de fantaisie. Je ne vais pas parler de paillettes, mais de fantaisie, d'être soi-même. Donc je trouve que c'est une initiative qui est vraiment géniale parce que ça va booster tout le secteur, y compris ceux qui ne sont pas très engagés sur le sujet. Et quand on est un peu fait partie des leaders dans son domaine d'activité, ce qu'on attend d'un leader, et en plus qui est allé assez tôt, en 2015, AXA était la première à signer, donc à s'engager. C'était le premier groupe aussi. On a monté un événement dans une dizaine de villes en France, sur des délégations régionales d'AXA France, avec 4 associations, dont l'autre cercle, pour rencontrer les gens sur le terrain. Parce que c'est une chose d'être au siège, et après c'est une fois encore sur le territoire. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de descendre sur le territoire. Et AXA, il a des courtiers, il a des agents d'assurance qui sont indépendants, pas liés hiérarchiquement parlant, mais qui portent. S'il y a un dysfonctionnement chez un agent d'assurance AXA, c'est AXA qui prend un coup en termes d'image. Et l'image est extrêmement importante. Donc c'est tout ce mouvement-là que je trouve extrêmement vertueux. Évidemment, on a encouragé ça et AXA fait partie, avec d'autres signataires d'assurance, il y a quelques années, travailler justement avec la Fédération française de l'assurance pour comment on fait améliorer la pratique. Je parlais de la transition tout à l'heure. Pour effectivement les personnes qui sont aujourd'hui, qui sont des femmes, mais qui ont eu un passé d'hommes, avec un service militaire, il compte dans les calculs de retraite. Et quand vous prenez votre retraite et que vous êtes une femme, votre responsable courtier et tout, il ne sait pas forcément ce genre de choses. Donc, comment améliorer la pratique dans le monde de l'assurance, entre autres. Mais voilà, donc c'est une façon intelligente. Et nous, ce qu'on aime, c'est que nos signataires, qui sont un peu nos ambassadeurs, ils embarquent effectivement leur secteur d'activité, parce que nous, on ne pourra pas être partout. Donc, que le secteur s'autorégule intelligemment, et en s'appuyant effectivement sur les bonnes pratiques qui existent chez ceux qui sont signataires. Et puis, effectivement, ce que je dis tout à l'heure, les jeunes de la génération aujourd'hui, y compris les jeunes hétéros, parce qu'ils sont des potes LGBT, sont très sensibles à rentrer dans des boîtes qui seront exemplaires. Alors sur les questions environnementales, on le voit bien en ce moment, sur beaucoup de sujets, et entre autres effectivement sur celui-ci, sur lesquels c'est très affirmé en ce moment.
Je trouve que la question LGBT, elle n'est pas très très présente, comme le diraient certains politiques de manière exagérée, mais c'est un marqueur vraiment si on passe ce cap-là. Quand on est un employeur, avec le classicisme qui prévaut dans une organisation structurée, normée, ça veut dire effectivement qu'il y a un vrai pas qui a été franchi pour la reconnaissance effectivement de populations diverses et pour une véritable politique inclusive. Merci infiniment Catherine Tripon d'être venue jusqu'à nous. Si on a des questions, si on veut suivre vos actions, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne ? Alors, si c'est sur les questions lesbiennes, sur le projet lesbienne, c'est voilà, VOILAT, @autrecercle, toutattaché.org. Si vous avez une question à poser, vous pouvez écrire à porte-parole@autrecercle.org. Et sinon, c'est catherine.tripon@autrecercle.org si vraiment vous voulez me parler en privé. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous invite évidemment à vous abonner à Question de Confiance sur votre plateforme habituelle. Par exemple, regardez, si vous nous écoutez là, maintenant, sur Apple Podcast, sur votre iPhone, regardez, en haut, il y a une petite croix. Voilà, un clic, ça y est, c'est fait. C'est facile. On vous invite aussi à venir sur la page du podcast, nous mettre 5 étoiles et y ajouter vos commentaires qui aideront d'autres auditeurs à le découvrir. Vous voyez, nous aussi, on est un peu comme un réseau collaboratif. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et on se retrouve très vite pour une nouvelle Question de Confiance.